Ce n'est sans doute pas un hasard si, dans de nombreuses religions, l'enfer est représenté comme un lieu où les pécheurs souffrent au fond de grottes brûlantes et étouffantes, entourés de chaudrons remplis de goudron bouillant. Mais imaginez que cet enfer s'étende sur une superficie comparable à celle de l'Australie. Imaginez une jungle où règne en permanence une chaleur suffocante et une humidité digne d'un sauna haut de gamme, où seulement 1 à 5% de la lumière du soleil atteint le sol, plongé dans une éternelle pénombre, et où le vent souffle à peine assez fort pour faire légèrement frémir la cime des arbres. Bonjour à tous. Et cet enfer n'est ni le fruit de l'imagination d'un écrivain, ni une vision sortie du pinceau d'un peintre. Il existe réellement et porte le nom de jungle amazonienne. Et sur des milliers de kilomètres, cet enfer vert est traversé par le plus grand fleuve de la planète, l'Amazone. Figurant parmi les 2 plus longs fleuves du monde et étant incontestablement le plus puissant par son débit, il irrigue l'impénétrable forêt amazonienne, où les lianes s'entremêlent. Si l'ensemble du bassin amazonien mérite le surnom d'enfer vert, comment devrions-nous appeler l'immense artère qui le traverse ? Le Styx peut-être ? Non. Contrairement au fleuve mythologique des morts, l'Amazone déborde littéralement de vie. Il abrite des créatures extraordinaires, parfois terrifiantes, et regorge de mystères et de secrets presque inimaginables. Bienvenue sur Perduchan. Comme toujours, examinons tout cela en détail. Le géant vert. Vu depuis l'espace, l'Amazone ressemble à un gigantesque serpent bleu ondulant au milieu d'un océan vert de forêt tropicale. Son bassin abrite la plus vaste zone forestière de la planète et couvre une superficie d'environ 7 millions de kilomètres carrés. Il s'étend sur 8 pays d'Amérique du Sud, ainsi que sur la Guyane française. On y trouve environ une espèce connue sur 10 dans le monde, des dizaines de milliers d'espèces végétales, plus de 3000 espèces de poissons et plusieurs millions d'espèces d'insectes. Oui, l'Amazonie est un miracle de la nature qu'aucune série de chiffres ne pourra jamais entièrement décrire. Cela dit, les chiffres restent impressionnants. Le fleuve mesure environ 6575 km de long. L'Amazone prend sa source dans les Andes péruviennes, traverse presque entièrement le continent sud-américain d'ouest en est, puis se jette dans l'océan Atlantique. En réalité, si l'on ne considère que sa longueur, l'Amazone est à peu près comparable au Nil. Tout dépend du point choisi comme origine pour effectuer les mesures. Mais en matière de débit, aucun autre fleuve ne peut rivaliser avec l'Amazone. Chaque seconde, il déverse environ 200 000 mètres cubes d'eau douce dans l'océan Atlantique, soit davantage que le débit cumulé des 7 fleuves les plus puissants après lui. Autrement dit, l'Amazone représente à lui seul près de 20% de toute l'eau douce que les fleuves du monde déversent dans les océans. L'Amazone surpasse ainsi très largement tous les autres fleuves, aussi bien par la superficie de son bassin que par son débit, et son influence sur l'environnement terrestre est incalculable. Sans l'Amazone et sa forêt tropicale, le climat de notre planète serait aujourd'hui totalement différent. Pourtant, même si son influence sur la nature et le climat fait de l'Amazone un lieu absolument unique sur Terre, nous ne savons encore presque rien à son sujet. Les faits déjà connus suffisent à montrer à quel point l'univers que recèle le plus grand fleuve de notre planète est extraordinaire. Il est même possible que ce fleuve détienne l'une des clés de l'avenir de la Terre, ce qui nous donne encore plus envie d'en apprendre davantage sur cette merveille. Découvrons donc quelques-uns de ses secrets les plus invraisemblables et parfois les plus terrifiants. Voici maintenant plusieurs faits étranges concernant l'Amazonie. Mais comme ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres, peu importe par lequel nous commençons. La fourmi-balle. La jungle amazonienne grouille littéralement de centaines d'espèces de serpents venimeux, d'araignées venimeuses et de scorpions. Pourtant, tout comme les minuscules simulises capables de s'infiltrer partout sont considérés comme les fauves les plus redoutables de la taïga sibérienne, la créature que les habitants de la forêt amazonienne craignent plus que tout est Paraponera clavata, la fourmi-balle. Les personnes qui ont subi sa piqûre ont comparé la douleur à celle d'une blessure par balle, d'où son surnom de fourmi-balle. Dans le célèbre indice de douleur des piqûres établi par Justin Schmidt, la douleur provoquée par cette fourmi est classée au niveau maximal, le niveau 4. Sa piqûre est l'une des plus douloureuses parmi tous les insectes étudiés par Schmidt. Schmidt lui-même a décrit cette douleur comme la sensation de
Marcher sur des braises ardentes avec un clou de 3 pouces planté dans le talon. Comme cette douleur atroce peut persister pendant 24 heures, l'insecte est également appelé fourmi de 24 heures. Pourtant, si l'on ne considère que sa taille, ce n'est qu'une grosse fourmi pouvant atteindre 3 cm de longueur. Mais son dard traverse facilement la peau humaine et injecte une neurotoxine extrêmement puissante appelée ponératoxine. Ce venin n'est pas mortel, mais la douleur qu'il provoque est presque insupportable. Pourtant, chez certains peuples autochtones, notamment les Sateré-Maoué du Brésil, les jeunes garçons doivent endurer cette douleur non pas une seule fois, mais à de nombreuses reprises. Pour être reconnus comme des guerriers, ils doivent surmonter ce qui est probablement l'un des rites les plus douloureux au monde. Enfiler des gants contenant plusieurs dizaines de fourmis-balles et les garder pendant 10 minutes. La souffrance provoquée par cette épreuve dépasse l'imagination. Les mains perdent leur sensibilité, les muscles commencent à se contracter de manière incontrôlable et la douleur persiste encore pendant une journée entière. Selon les témoignages concernant ce rituel, l'épreuve est répétée à de nombreuses reprises et peut être effectuée jusqu'à 20 fois au total avant que tous les rites de passage soient accomplis. La rivière bouillante. Si vous demandiez à un géologue s'il est possible qu'une rivière contenant une eau presque bouillante apparaisse au milieu d'une jungle tropicale, il commencerait probablement par vous demander si un volcan actif se trouve à proximité. Il ajoutera ensuite que sans volcan, une rivière bouillante ne peut pas exister. C'est pourquoi, pendant de nombreuses années, les récits évoquant une rivière d'eau brûlante en Amazonie ont été considérés comme de simples légendes locales. Il est effectivement difficile de croire qu'une rivière appelée Chanaí Timpinchka existe réellement. Dans cette rivière, dont le nom signifie dans la langue locale « portée à ébullition par la chaleur du soleil », les petits serpents et les grenouilles qui tombent dans l'eau sont cuits presque instantanément. Cela ressemble à un conte de fées, n'est-ce pas? Pourtant, cette rivière existe bel et bien. Cette étrange rivière s'étend sur environ 9 km. Près de 6,2 km de son cours sont chauds et la température de l'eau dépasse parfois 90 degrés. Ce n'est qu'au XXIe siècle que des recherches approfondies ont permis de découvrir que l'eau n'était pas chauffée par du magma, mais par de l'eau géothermale brûlante remontant des profondeurs à travers un réseau de fissures souterraines. L'eau de pluie s'infiltre profondément sous terre par ces fissures, s'y réchauffe, puis remonte vers la surface sous l'effet d'une forte pression. En dehors de la civilisation, on trouve absolument de tout dans le bassin de l'Amazone. Certaines personnes croient même qu'une base aérienne appartenant à une civilisation extraterrestre est dissimulée quelque part au plus profond de la jungle. Cela ne révèle que de la spéculation, mais l'existence, dans cette région, de peuples autochtones vivant presque sans contact avec la société moderne est un fait abondamment documenté. Ces populations sont également appelées peuples non contactés. Cette expression n'est toutefois pas entièrement exacte, car la plupart de ces peuples ont en réalité déjà rencontré des personnes venues de l'extérieur par le passé. Malheureusement, ces rencontres n'ont apporté aux populations autochtones que des malheurs. Maladies, violences, esclavage et même massacres. C'est pourquoi les descendants de ceux qui ont vécu ces premiers contacts évitent aujourd'hui soigneusement toute relation avec le monde extérieur. Selon différentes estimations, plus d'une centaine de peuples ou de groupes souhaiteraient vivre dans un isolement total. Il est évidemment extrêmement difficile de connaître le nombre exact de ces communautés isolées. Leurs villages sont principalement repérés grâce à des indices indirects visibles depuis des avions ou depuis l'espace, comme des huttes, de petites embarcations, des champs ou d'étroits sentiers. Les populations autochtones elles-mêmes peuvent également se montrer extrêmement hostiles envers les étrangers. Des cas ont même été signalés dans lesquels elles tentaient de tirer des flèches sur des avions ou des hélicoptères survolant leur territoire. De son côté, le gouvernement brésilien s'efforce de permettre à ces peuples de vivre sans subir d'ingérence extérieure. Les autorités tentent de protéger ces petits groupes isolés contre les braconniers, les exploitants forestiers illégaux, les chercheurs d'or et les aventuriers inconscients. L'une des principales raisons de cette politique est que même un simple rhume peut être mortel pour des populations autochtones ne possédant aucune immunité contre ces maladies. La meilleure façon de les aider consiste donc tout simplement à les laisser tranquilles. Le pirarucu, le poison géant en armure. À cause des films d'horreur consacrés à l'Amazonie, beaucoup de personnes pensent probablement que le poisson le plus terrifiant de la région est le piranha. Ces petits poissons aux dents acérées sont effectivement innombrables,
Mais le véritable maître de l'Amazone est un poisson totalement différent, le pirarucu, également appelé arapayama. Ce poisson peut atteindre 3 mètres de longueur et peser jusqu'à 200 kg. Sa caractéristique la plus remarquable est son incroyable cuirasse d'écailles. Chaque écaille est composée d'une couche extérieure minéralisée extrêmement dure et d'une structure interne fibreuse et élastique. La nature a ainsi doté ce poisson d'écailles fait d'un matériau à la fois dur et flexible. Les dents de la plupart des prédateurs sont incapables de transpercer ces écailles. Même les tristement célèbres piranhas ne parviennent pas à les perforer, car leurs dents insérées glissent sur la surface des écailles du pirarucu. L'extraordinaire résistance de ces écailles a également attiré l'attention des ingénieurs militaires, qui étudient la possibilité d'utiliser leurs propriétés pour développer de nouveaux blindages, des casques de protection et même des matériaux par balles. Le pirarucu possède également une autre capacité très particulière. Les eaux chaudes de l'Amazone sont souvent pauvres en oxygène. Le pirarucu a donc développé la capacité de respirer littéralement l'air. Toutes les 10 à 20 minutes, il remonte à la surface et aspire bruyamment de l'air grâce à sa vessie natatoire, qui s'est développée au point de fonctionner comme un poumon. Le bruit produit à ce moment-là est si puissant que les pêcheurs locaux peuvent parfaitement l'entendre. Ils utilisent ce son pour localiser le poisson, puis attendent qu'il remonte à la surface pour capturer ce géant en armure. L'anguille électrique. Cet autre habitant de l'Amazonie possède une capacité d'une toute autre nature, qu'il peut utiliser aussi bien pour se défendre que pour attaquer. Beaucoup de personnes imaginent peut-être l'anguille électrique d'Amazonie comme un simple poisson étrange qui électrocute les prédateurs tentant de l'attaquer. Mais c'est une grave erreur. En réalité, il s'agit de l'un des chasseurs les plus perfectionnés de l'Amazonie. Et la plupart du temps, c'est l'anguille électrique qui attaque la première. Pour produire ces décharges, l'anguille électrique possède des organes électriques spécialisés qui occupent une grande partie de son corps et contiennent des milliers de cellules modifiées appelées électrocytes. Chacune de ces cellules électriques ne produit qu'une faible différence de potentiel, mais lorsqu'elles fonctionnent toutes simultanément, la décharge dépasse 800 volts, soit plus de 3 fois la tension utilisée pour l'éclairage domestique. Toute personne ayant déjà reçu une décharge provenant d'une prise électrique domestique de 230 volts comprendra facilement à quel point cela peut être terrifiant. Bien entendu, le danger ne dépend pas seulement de la tension, mais également de l'intensité du courant et du caractère totalement imprévisible de l'attaque. Une seule décharge peut tuer une personne ou la désorienter au point de la faire se noyer dans une eau profonde. Ce monstre électrique ne commence cependant pas immédiatement par lancer sa décharge la plus puissante. L'anguille électrique émet d'abord de faibles impulsions électriques pour analyser son environnement et repérer les objets qui l'entourent. Lorsqu'une proie se cache dans une eau trouble, elle lui envoie plusieurs puissantes impulsions provoquant des contractions musculaires involontaires, la forçant ainsi à révéler sa position. Une fois sa proie localisée, elle l'assaille d'une succession de décharges à haute tension, dont la puissance pourrait même tuer un crocodile. L'anguille électrique possède également une attaque ultime, que l'on pourrait presque qualifier de « fatality ». Lorsque son adversaire est trop imposant, elle bondit hors de l'eau et presse sa tête contre son corps afin de lui transmettre directement un courant d'une intensité maximale. La cité perdue de Fawcett. Depuis des siècles, de nombreuses légendes racontent l'existence de cités disparues dans la jungle amazonienne. Certains explorateurs ne se contentaient pas d'écouter ces histoires et étaient fermement convaincus que de telles cités existaient réellement. L'un d'entre eux était Percy Harrison Fawcett, officier britannique et célèbre explorateur. Il croyait qu'une immense cité antique se trouvait au cœur de l'Amazonie et lui avait donné le nom de Cité Z. Fawcett avait élaboré cette hypothèse à partir d'anciennes chroniques, de témoignages autochtones et de ses propres observations. Il était particulièrement fasciné par le manuscrit 512, un document portugais du XVIIIe siècle décrivant les ruines d'une cité inconnue située au Brésil. En 1925, afin de vérifier son hypothèse, Fawcett prit la tête d'une petite expédition de 3 personnes et partit en Amazonie à la recherche de la cité. Au début, l'expédition sembla même découvrir plusieurs indices susceptibles de conduire jusqu'à la mystérieuse cité.
Du moins, dans une lettre adressée à son épouse le 29 mai 1925, Fawcett écrivait que l'expédition était sur le point de pénétrer dans une région encore totalement inexplorée. Mais ce fut son dernier message. Personne ne revit jamais les explorateurs. De nombreuses hypothèses furent avancées au sujet de leur disparition, notamment qu'ils auraient été tués par un peuple autochtone ou emportés par une maladie particulièrement grave. Bien entendu, une autre rumeur affirmait que Fawcett avait finalement découvert sa cité Z et qu'il y vivait paisiblement comme un invité d'honneur. De nombreuses expéditions de recherche partirent sur leurs traces afin de découvrir la vérité. Selon différentes estimations, plus d'une centaine de personnes auraient perdu la vie au cours de ces recherches successives et infructueuses. Mais le développement le plus intéressant ne se produisit qu'au XXIe siècle. En utilisant des images satellites prises depuis l'espace et des relevés laser réalisés au lidar, les archéologues ont découvert dans le bassin amazonien plusieurs dizaines de grandes agglomérations dotées de routes, de levées de terre et de places. Certaines de ces cités se trouvaient précisément dans la région où le courageux explorateur britannique Percy Harrison Fawcett recherchait sa cité Z. La jungle amazonienne attend encore l'arrivée des archéologues, mais leurs recherches seront difficiles, car ces villes forestières étaient construites avec des matériaux très périssables, comme l'argile et le bois. Le palmier qui marche. Nous avons expliqué précédemment que les arbres amazoniens n'étaient pas des matériaux de construction très fiables. Mais le problème ne se limite pas à la faible durée de vie des bâtiments. Il semblerait même qu'il faille constamment surveiller les arbres pour les empêcher de s'enfuir. Et ce n'est pas du tout une plaisanterie. Il existe dans la jungle amazonienne un arbre dont on dit qu'il est capable de marcher. Cet arbre est un palmier appelé Socratea exorhiza. Il se distingue par ses dizaines de longues racines échasses ressemblant aux pattes d'une araignée géante. Selon une théorie longtemps considérée comme vraie, ce palmier ferait pousser de nouvelles racines d'un seul côté afin de se déplacer progressivement vers une zone bénéficiant de davantage de lumière. Pendant ce temps, ces anciennes racines mouraient, ce qui permettait de reconstituer le chemin suivi par l'arbre en observant leurs traces. Certains scientifiques modernes affirment toutefois que cette prétendue marche relève davantage de la légende que de la réalité. Il n'existe en effet aucune preuve scientifique démontrant que ce palmier est capable de se déplacer. Le rôle principal de ses racines en forme d'échasse est de stabiliser physiquement son tronc haut et mince, tout en lui permettant de grandir plus rapidement vers le ciel dans sa compétition pour la lumière. La patrouille à cornes. Pour terminer, essayons de vous surprendre une dernière fois. Açur, une ville située sur l'île brésilienne de Marajo, à l'embouchure de l'Amazone, il existe une unité de police dont les agents ne patrouillent ni en véhicule tout-terrain, ni à cheval, mais à dos d'immenses buffles d'eau. À première vue, cela peut ressembler à un spectacle destiné aux touristes, mais il s'agit bel et bien d'un véritable moyen de transport utilisé par la police. La raison de ce choix est très simple. Pendant la saison des pluies, une grande partie de l'île se transforme en un monde d'eau, de boue et de marécages pratiquement infranchissables. Là où une voiture s'enliserait immédiatement, les buffles d'eau continuent d'avancer sans la moindre difficulté. Ces animaux ont été introduits sur l'île de Marajo depuis l'Asie au XIXe siècle, mais ils se sont remarquablement adaptés à leur nouvel environnement et sont aujourd'hui devenus l'un des symboles de l'île. Au début des années 1990, la police a donc commencé à elle aussi utiliser des buffles d'eau. Ainsi, lorsqu'un criminel de l'île de Marajo regarde derrière lui, il peut fort bien apercevoir, non pas les gyrophares d'une voiture de police, mais d'immenses cornes surgissant des marécages et se rapprochant rapidement. Il ne resterait plus qu'à leur apprendre à faire clignoter leurs yeux et à pousser un mugissement en guise de sirène lorsqu'ils passent en mode poursuite. Et tout serait absolument parfait. Après tout, le désir d'éviter de recevoir un coup de sabot dans le dos ou un coup de corne dans les fesses constitue une motivation largement suffisante pour respecter la loi. Vous ne trouvez pas ? Mais que voulez-vous ? Pour survivre et maintenir l'ordre dans cet enfer vert, il faut respecter les règles de l'Amazonie elle-même. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt. Au revoir.